La Macronie fait tout pour essayer de changer de sujet de conversation, de sortir du débat sur les retraites. Et on l'a vu avec l'intervention du président de la République au JT de TF1. Et depuis lors, les ministres d'ailleurs ont disparu. Ils ont disparu, ils ne veulent pas affronter ces débats qui vont revenir d'abord parce qu'il y a la grande manifestation sur les retraites le 6 juin à l'appel de tous les syndicats et parce que le 8 juin, il y a la niche parlementaire de Lyotte, qui est ce petit groupe de droite qui a donc pour une journée entière la possibilité d'imposer son débat. Et là, une proposition de loi est soumise à l'Assemblée nationale pour revenir à 62 ans, donc supprimer les 2 années supplémentaires de travail. Alors, devant cette situation, la Macronie semble particulièrement fébrile et c'est frappant de voir que tous les ministres d'ailleurs ont pris signe. Ils sont partis à l'étranger, comme le président de la République lui-même. Vous avez remarqué que depuis le début du débat sur les retraites, il fait le tour du monde en multipliant les impairs diplomatiques. En Chine, c'était assez édifiant, mais même là encore au Japon, à chaque fois qu'il se déplace, c'est pas fameux d'un point de vue diplomatique, mais ça lui permet sans doute d'échapper au débat français, c'est-à-dire intérieur, ce qui est assez symptomatique. Et puis les autres, donc même circulation. On a Catherine Colonna qui est allée à Rome sans doute pour se réconcilier avec Mélanie, mais on a aussi Monsieur Véran, Olivier Véran, peut-être avez-vous vu la vidéo, qui est allé au Danemark pour vanter le système danois en matière migratoire, alors que je pense que ce que font les prétendus sociodémocrates au Danemark, c'est à peu près du même niveau que Orban. En tout cas, on peut discuter, mais c'est gravissime. Par exemple, obligation de déménager quand on habite sur un territoire où il y a beaucoup de migrants, ou alors carrément confiscation de biens pour les étrangers qui arrivent sur le sol danois. Bref, je pense qu'il y a débat avec la politique d'Orban et pourtant, Olivier Véran a fait sa petite vidéo pour nous expliquer qu'il fallait s'en inspirer puisque au Danemark, grâce à cela, l'extrême droite aurait disparu et il livre un chiffre totalement farfelu en expliquant que l'extrême droite serait passée de 22% à 2% alors que elle est juste éclatée et quand on fait le calcul, l'extrême droite au Danemark est toujours à 15% et que tout ça s'observe évidemment dans la durée. Qui d'autre est parti encore? Darmanin est aux États-Unis. Bref, ils sont tous loin. Mais il en reste quelques-uns parce qu'il faut quand même des ministres pour faire le service après-vente. Et là, nous avons la substantifique moelle, puisqu'il reste la secrétaire d'État chargée de l'enfance, qui s'appelle Charlotte Chambel, et qui, sur Public Sénat, nous a dit l'essentiel, c'est-à-dire nous ferons tout pour que le débat sur les retraites à l'Assemblée nationale n'ait pas lieu. Elle le dit sans phare, et elle explique au fond ce qu'on voit poindre et qui est décortiqué notamment par Mediapart, les journalistes qui suivent. C'est important qu'on ait ce décryptage parce qu'après le 49.3, donc vous le connaissez maintenant, c'est cet article de la Constitution qui permet à la Première ministre de débarquer à un moment donné à l'Assemblée nationale et de dire « terminez les débats ». Cette loi s'appliquera. On a vu le 47.1 utilisé dans le débat sur les retraites, c'est-à-dire que c'est cet article qui permet d'avoir un débat sur 50 jours et si le débat n'est pas terminé, il n'y a pas de vote et le gouvernement peut agir par ordonnance. Et puis ensuite le 44.3, ce fameux vote bloqué qui fait que le gouvernement, quand le texte arrive en hémicycle, peut choisir les amendements qu'il retient et qu'il soumet au débat. Donc là encore, vice de forme totale sur la nature du débat. Et maintenant, vous allez connaître le fameux article 40. Enfin, je dis fameux, je pense qu'il n'était pas très fameux, mais qui va le devenir, puisque c'est l'article qui permet de rejeter en fait une proposition de loi. Une proposition de loi, c'est celle qui émane des députés, contrairement aux projets de loi qui sont ceux qui viennent du gouvernement. Et donc, cet article 40 permet de dire qu'une proposition de loi est irrecevable au nom de son impact budgétaire. Ce qui est évidemment une folie, parce que l'essentiel des propositions de loi, en réalité, elles ont un impact budgétaire. Pas toutes, mais beaucoup. Il n'y a qu'à voir la dernière niche parlementaire, les dernières lois proposées par la Macronie, pour se rendre compte qu'eux-mêmes, des propositions de loi, des PPL comme on dit, qui ont été adoptées, ont un impact. Sur le bien vieillir, ça a un impact budgétaire. Sur le drapeau européen, évidemment, ça a aussi un impact budgétaire. Donc, si on commence à rentrer là-dedans, eh bien, en fait, quasiment plus aucune PPL ne pourrait être adoptée. C'est le président de la Commission des finances qui décide si cet article 40 doit être ou non mobilisé.
Éric Coquerel a dit que pour lui, il n'y avait évidemment pas du tout de raison de mobiliser l'article 40 sur la proposition de loi de Lyotte, cette fameuse proposition de loi qui propose de revenir aux 62 ans, contrairement aux 64 ans imposés par le gouvernement pour l'âge de la retraite. Alors, le gouvernement cherche comment il va réussir à empêcher, en fait, qu'il y ait même le débat et surtout le vote, puisque le vote n'a pas eu lieu la dernière fois et que c'est la question de la légitimité dont le gouvernement se prévaut, puisque le président de la République l'a dit lui-même sur TF1, il a dit il y a eu un vote, mais en fait il prend le vote de la motion de censure du gouvernement, qui n'est pas le vote sur la loi retraite. Et s'il n'a pas eu lieu, ce vote sur la loi retraite, c'est bien parce que la Macronie est terriblement inquiète, ou sait même qu'elle ne peut pas être adoptée. Et je pense qu'avec toute la séquence, évidemment, le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée nationale pour le voter. Et ça, c'est une question de légitimité pour le gouvernement très forte et qui le mettrait devant son caractère éminemment antidémocratique et brutal d'imposer cette loi dont les Français ne veulent pas, ça on le sait, on l'a vu, on l'a entendu, mais dont même la représentation nationale ne veut pas, donc ils n'ont pas de majorité pour cela. Alors ils essaient de trouver le biais. Et là, ils trouvent le biais en disant Yaël Braun-Pivet pourrait, en hémicycle, mobiliser cet article 40. Elle peut le faire, en fait, dans l'Assemblée et en contrevenant à ce qu'aurait décidé le président de la Commission des Finances. Là encore, Éric Coquerel nous dit mais ce serait insensé, ce serait quasiment une première. En tout cas, si ça devient une jurisprudence, c'est extrêmement grave, particulièrement grave. Et d'ailleurs, Yaël Braun-Pivet elle-même le dit, dans quelque chose qui est rapporté dans un article de Mediapart où elle dit mais attention, c'est dangereux, si on fait ça, ça veut dire que demain, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, il n'y a plus de proposition de loi qui pourrait être adoptée, donc ce serait une jurisprudence particulièrement dramatique. Et donc il y a un bras de fer qui se joue aujourd'hui entre la présidente de l'Assemblée nationale et la Macronie qui essaye d'imposer le fait qu'il ne pourrait pas y avoir de débat, qu'il faut tout faire, comme l'a dit cette fameuse secrétaire d'État dont peut-être vous avez découvert le nom aujourd'hui, voilà, de tout faire pour empêcher, ou alors est-ce que Yaël Braun-Pivet va quand même préférer faire primer la logique des institutions, la logique démocratique sur les intérêts de la Macronie. C'est un rapport de force qui est évidemment très important et qu'il faut regarder de près, parce que si le gouvernement s'assoit encore là-dessus, vous imaginez que, à la fois, il faut se dire que cette sixième République est des plus nécessaires, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des rouages, des mécaniques sur lesquelles une présidente de l'Assemblée nationale peut s'appuyer dans le cadre de la Constitution actuelle pour brutaliser la démocratie. Donc ça, c'est extrêmement grave et c'est pourquoi je dis que le moment est plus que venu d'en finir avec cette Constitution qui a été faite par un général et dans un contexte très particulier et qui donnait tout pouvoir à un seul homme. Je vous invite peut-être à lire ou relire la tribune que j'ai fait publier dans Le Monde à ce sujet, mais en tout cas, ça nous pose vraiment question, cette façon d'agir. Et la messe n'est pas dite, puisque le bras de fer, pour l'instant, quand on lit la presse, un jour on a l'impression qu'Yaël Braun-Pivet va céder, le lendemain on a l'impression au contraire qu'elle tient très bon. Et les échos que nous avons eus ici, c'est qu'au bureau de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet a tenu bon et dit qu'elle ne voulait pas que ça passe au titre de cet article 40. Donc vous voyez, toute l'histoire n'est pas terminée là-dessus et c'est quelque chose à regarder de façon très forte et je crois qu'il faut que nous prenions la mesure de la fébrilité du gouvernement. C'est-à-dire que s'il estime qu'il faut à ce point batailler, à ce point marcher sur la tête de tout ce qu'on peut pour empêcher ce vote, c'est bien que ce vote aurait une portée politique extrêmement forte et qu'ils sont dans le jaja, dans une immense fébrilité. Et cette fébrilité, on la voit aussi avec la façon dont le gouvernement s'agite, raconte parfois tout et n'importe quoi. Vous avez vu sans doute récemment le côté hors sol qui continue de ce gouvernement avec Olivier Véran qui nous a expliqué, alors ça c'est vrai que on est toujours dans Orwell, mais que faire contribuer davantage ceux qui ont le plus, il y est favorable, mais ça ne devrait pas passer, nous dit-il, par la fiscalité. Ce qui est quand même assez extraordinaire, parce qu'on va nous expliquer par quoi ça passe si ce n'est pas par la fiscalité. Et il dit ça au moment où tombe, il y a une semaine, l'ampleur des dividendes qui sont reversés aux entreprises du CAC 40. Maintenant, on a le chiffre en France pour l'année 2022, c'est 67,5 milliards d'euros qui ont été
redistribuer en dividendes aux actionnaires. C'est considérable, c'est 2/3 des profits. Dans un moment de crise avec plein de S, où les gens sont dans la galère. Je ne vous fais pas le dessin de la situation sociale globale, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de moralement absolument abject. Et la Macronie pense qu'en continuant toujours à faire pareil et en quémandant, peut-être qu'il faut faire un numéro vert pour demander à ces grands du patronat, du monde de la finance de pouvoir reverser. Et puis on voit bien aussi que le fameux théorème d'Helmut Schmidt, du chancelier allemand Helmut Schmidt, que peut-être vous avez déjà entendu, les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain qui sont les emplois d'après-demain. Eh bien, ce fameux théorème très cher aux néolibéraux, il s'est écroulé et on voit chaque jour à quel point il s'écroule. Parce que quand je vous dis que 2/3 de cette somme est reversée en dividendes, ça veut dire qu'ils ne sont pas reversés dans l'investissement, donc ils ne permettent pas d'investir. Il faudrait investir aujourd'hui dans la transition écologique, par exemple. Bon, non. Là, ils sont mis dans la poche des actionnaires. Et ils ne permettent évidemment pas les emplois de demain, puisqu'on voit qu'on a un problème de surchômage dans tous les pays où on a développé ces politiques-là. Donc ça ne marche pas du tout. Et pourtant, il y a une forme d'entêtement, de cynisme, de côté hors sol de cette Macronie, qu'on a vu également avec Bruno Le Maire, qui, à la télévision, peut-être vous a fait pleurer, comme moi, sur ce père de famille qui a 4 enfants et qui sait le prix des pâtes. Et ça a fait le tour de la toile parce qu'évidemment, il y a une dimension absolument effrayante de voir le ministre dire « Je connais le quotidien des Français » quand on connaît son salaire, 9 940 € par mois. Évidemment que ce n'est pas lui qui fait ses courses, qui va acheter les paquets de pâtes et qui aurait le moindre problème pour nourrir ses 4 enfants. Donc il y a un décalage en fait, même sur la forme, dans la façon dont il essaie de faire croire qu'il connaît la souffrance des Français, puisque les Français s'interrogent légitimement de se dire « mais s'ils agissent tels qu'ils agissent, c'est qu'ils ne doivent pas savoir à quel point c'est dur. » De fait, ils ne le savent pas, mais ils veulent vous faire croire qu'ils le savent et ils le font dans une façon qui est si maladroite que c'en est édifiant absolument de cynisme. Alors pendant longtemps, quand j'écoutais cette Macronie, je pensais à Orwell en permanence, la guerre c'est la paix, ils nous disent quelque chose et ils font autre chose. Et là, je ne cesse de penser à Albert Einstein, avec cette idée simple que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de penser qu'on va avoir un autre résultat. Or, par tous les bouts que l'on prenne les discours des macronistes, on se rend compte qu'ils sont enferrés dans un dogme néolibéral et que c'est celui-là qui nous amène dans le mur, et dans le mur à peu près à tout point de vue. Donc, vous aurez compris que nous n'allons pas lâcher, ni sur les retraites, ni sur le reste, et d'essayer de tracer cette autre voie qui nous permettra de partager les richesses et aussi de résorber la crise climatique. Il y a urgence.